Donc, je me trouve devant une salle avec beaucoup de personnes averties dans le domaine, puisque je reconnais, en tout cas, presque un tiers parmi vous qui ont touché le sujet de l'adoption de près ou de loin. Donc, j'ai l'avantage de parler avec des personnes averties. L'adoption, je vais me donner 15 minutes pour vous donner un aperçu de l'adoption internationale pour que nous ayons ensuite la place pour les deux petits exposés et puis à la fin d'avoir l'occasion d'échanger avec vous pour aller de plus près vers les sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Je ne vais pas vous assommer avec des textes de loi ou de droit parce que ce n'est pas le moment. Par contre, on peut mettre ce sujet de l'adoption, donc partant du service de protection de la jeunesse où je travaille, dans une perspective qui est celle de l'adoption d'un côté national et de l'adoption internationale. Donc, nous avons aujourd'hui un cadre législatif qui oblige toutes les personnes qui souhaitent adopter de demander une autorisation pour adopter un enfant chez eux. Donc, il s'agit là aussi bien de parents adoptifs qui souhaitent adopter un enfant né en Suisse, comme un enfant qui est né à l'étranger. Maintenant, il faut bien voir l'évolution dans le domaine de l'adoption. Il y a 20 ans en arrière, l'adoption internationale était un sujet finalement marginal. Les enfants qui étaient adoptés étaient essentiellement des enfants nés en Suisse, qui pouvaient avoir par ailleurs des parents qui étaient d'origine étrangère. C'est encore aujourd'hui le cas. La grande majorité des enfants qui nés en Suisse, donnés en adoption, sont des enfants qui ont des parents qui vivent dans une situation difficile et puis qui ont souvent des origines étrangères. Donc on voit bien que l'adoption nationale a pris, ou plutôt a perdu énormément de son importance au bénéfice de l'adoption internationale. Alors, quand on parle d'adoption internationale, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où la demande de parents qui souhaitent adopter dans les 10 ou 15 dernières années a quasiment triplé, voire quintuplé. Aujourd'hui, il y a entre 15 000 et 20 000 enfants dans le monde qui sont adoptés au-delà des frontières. Donc nous sommes là dans le cadre de l'adoption internationale où des parents qui ont des problèmes de fertilité ou qui souhaitent, pour d'autres raisons, adopter un enfant s'orientent vers d'autres pays. Alors, quand on parle d'adoption internationale, on parle aussi du risque que ça engendre pour des enfants qui viennent de pays pauvres d'être l'objet de trafic d'enfants. Nous en avons aujourd'hui un exemple qui est grave, par exemple au Guatemala, où chaque année il y a autour de 4000 enfants qui sont donnés en adoption, majoritairement aux États-Unis, mais dans la procédure ou l'évaluation des situations à la fois des parents et puis de l'origine de l'enfant est tout à fait dans le flou. Donc, il y a des pays où le trafic d'enfants est aujourd'hui encore un grand risque. Alors, pour enrayer ce risque, il y a, suite aux traités internationaux, une convention qui a été conclue à La Haye, c'est la convention de La Haye sur l'adoption. Ça, je vais vous le montrer là. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Donc, cette convention, elle oblige les États qui ont adhéré à la Convention, on les trouve là-haut, donc en vert, de respecter un certain nombre de principes et de règles
pour donner des garanties que l'enfant qui est mis en adoption a d'abord fait l'objet d'une évaluation de sa situation dans son pays d'origine, et aussi que le parent qui souhaite adopter l'enfant ait fait l'objet d'une évaluation quant à ses aptitudes pour pouvoir adopter un enfant. Donc, cette convention, elle fixe deux grands principes. On parle de double subsidiarité. Un enfant devrait en premier lieu trouver un parent dans son propre pays d'origine. Ensuite, donc, de préférence dans la famille élargie. Et puis si ce n'est pas possible, une famille dans son pays d'origine. Si ce n'est toujours pas possible, en ce moment-là, l'enfant pourrait être donné en adoption internationale. Pour être sûr que ce soit le cas, on demande que le pays d'origine fasse tout ce qui est nécessaire pour obtenir de la part du parent, donc d'abord déjà de vérifier est-ce que c'est un enfant qui a été abandonné, est-ce qu'il est orphelin, ou est-ce que c'est un enfant qui a été abandonné dont les parents ou dont la mère est toujours en vie, mais qui pour des raisons multiples ne peut pas s'en occuper ou ne veut pas s'en occuper, qu'elle ait pu donner son consentement en connaissance de cause, puisque donner son adoption, ça veut dire perdre le lien avec cet enfant. En Suisse, nous connaissons que l'adoption plénière, c'est-à-dire l'enfant qui est adopté par sa nouvelle famille perd tout contact, il perd la filiation avec sa famille d'origine. C'est ça l'adoption plénière. Il y a des pays qui connaissent l'adoption simple, c'est-à-dire l'enfant peut être adopté par un couple, tout en maintenant encore des contacts avec sa famille d'origine. Donc cette possibilité-là n'existe pas en droit suisse. Donc, il y a lieu d'évaluer dans le pays d'origine la situation de l'enfant, et puis en amont, en Suisse, il y a lieu d'évaluer la famille qui souhaite adopter l'enfant. Cet enfant doit pouvoir compter sur un cadre familial qui est sur le plan matériel et au niveau de l'aptitude des parents en mesure de lui donner les meilleures garanties pour pouvoir rebondir. Alors, pour cela, tout parent qui souhaite adopter adresse une demande au service de protection de la jeunesse en vertu de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants. Donc ça, c'est une ordonnance qui date depuis de 1977 qui demande que tout placement, aussi bien un placement dans une famille d'accueil comme dans une institution, soit soumis à autorisation. Donc le parent s'adresse au service de protection de la jeunesse qui fait une évaluation des conditions de vie de la famille qui souhaite adopter et élabore avec le couple les motivations, il élabore aussi l'histoire de la famille, donc les problèmes de santé, les exigences sur le plan de l'éducation que ça peut poser, et puis à la fin de ce processus qui peut durer entre 3 et 4 mois, voire 5 ou 6, obtient donc une autorisation provisoire pour entreprendre des démarches à l'étranger pour adopter. Donc une autorisation provisoire, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enfant, donc cette famille-là, ne sait pas encore qui va être l'enfant qui va rejoindre cette famille. Cet enfant doit être trouvé donc par la suite à l'aide d'un intermédiaire, donc ce sont des organismes qui facilitent la recherche d'un enfant, qui connaissent bien un pays et puis qui ont aussi les contacts avec les autorités centrales qui vérifient donc le processus d'adoption dans le pays d'origine de l'enfant. Donc à ce moment-là, le parent il choisit un pays. Et l'autorisation provisoire, elle précise le pays dans lequel les parents souhaitent chercher un enfant. Il précise aussi la fourchette d'âge, et puis le cas échéant, si les parents seraient d'accord d'accueillir un enfant avec un handicap.
Donc, à partir de ce moment-là, les parents adressent un dossier avec toutes les pièces qui sont demandées par le pays d'origine, par le biais de l'autorité centrale fédérale, donc au pays dans lequel ils souhaitent adopter. Pour la Suisse, il y a beaucoup de parents qui adoptent en Colombie, en Inde, en Thaïlande, aux Philippines. Il y a des pays avec un grand potentiel d'adoption qui sont pour l'instant relativement peu demandés, c'est tous les pays d'Afrique. Donc en Afrique, il y a des millions d'enfants qui sont des enfants orphelins dont personne finalement aujourd'hui est assuré d'assurer une prise en charge décente. Donc il s'agit des enfants dont les parents sont morts du sida. Alors, nous sommes dans une situation où la plupart des parents souhaitent adopter un enfant soit de l'Amérique latine, soit d'un pays asiatique. Et puis depuis 1990, il y a aussi les pays de l'Est qui ont ouvert leurs frontières pour permettre à des enfants de quitter leur territoire et être adoptés donc, dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Alors, une fois que l'enfant arrive en Suisse, les parents doivent l'annoncer et puis l'autorité tutélaire nomme un curateur ou un tuteur pendant une année qui suit la famille. Et puis du côté SPJ, il y a toujours une assistance sociale qui assure un suivi de l'enfant pendant 12 à 18 mois. Et puis c'est seulement après cette longue période, donc d'abord d'attente avant que l'enfant arrive, et puis ensuite, après une année ou une année et demie d'attente, suite à l'arrivée de l'enfant, que l'adoption formelle peut être prononcée. Donc tout ça ces règles-là sont applicables pour les pays qui n'ont pas signé la convention de La Haye. Il y a des pays qui ont signé la convention de La Haye qui prononcent l'adoption dans leur pays déjà. Donc, ils ont reçu le rapport d'évaluation, donc avec les conditions de vie de la famille d'accueil, des parents adoptifs, et puis ils ont procédé à ce qu'on appelle l'apparentement ou le matching. Ils ont pris le dossier, ils ont évalué le profil de l'enfant, les difficultés de l'enfant, et l'ont étudié en regard des demandes de parents qu'ils ont reçues, et puis proposer tel enfant pour telle famille. Alors dans certains pays, ils prononcent aussi l'adoption dans le pays d'origine. Et puis, si l'adoption est prononcée dans le pays d'origine, l'enfant arrive en Suisse, il est aussi suivi pendant une année et demie par une assistante sociale du SPJ, mais la décision formelle de l'adoption étant déjà prise, il ne s'agit plus que d'un enregistrement dans les registres de l'état civil de cet enfant particulier. Ceci n'est pas le cas pour les pays qui n'ont pas signé la convention. Donc là, dans tous les cas, il y a la nomination d'un tuteur qui suit l'enfant pendant une année ou une année et demie avant que l'état civil prononce officiellement, formellement l'adoption de l'enfant. Voilà, donc ça c'est très brièvement la procédure qui est en vigueur dans le cadre de l'adoption internationale. On peut revenir sur le sujet à la fin, parce que quand on aura entendu les deux autres orateurs, pour parler aussi éventuellement des difficultés, qu'est-ce que ça signifie pour une famille d'accueillir un enfant. Parce qu'accueillir un enfant, au départ, tout parent aimerait offrir son amour, et puis il pense que ça pourra être la même chose pour l'enfant adopté comme si c'était un enfant biologique. Dans la réalité, nous avons observé que pour un certain nombre d'enfants, c'est parfaitement possible d'arriver sans avoir des difficultés importantes, mais pour d'autres enfants qui ont connu des traumatismes, la situation après l'arrivée peut poser aussi de
grande difficulté à la famille d'accueil, aux parents adoptifs auxquels ils ne sont pas souvent toujours complètement préparés et puis qui représentent des épreuves parfois très très douloureuses. Pour faire face, tant bien que mal, donc, à ce risque, nous proposons aussi des cours de préparation à l'adoption, dont Adopt.ch est un des organisateurs. Donc, je donne la parole à... C'est tout doux au monsieur Graves maintenant. C'est Madame Denise. Alors, je vais essayer d'y aller sans micro, vous m'entendez? D'accord. Si ma voix fiche le camp, vous me dites. Alors, moi je vais vous parler des consultations de grossesse à Profa, dans lesquelles nous avons mission et mandat de donner information et accompagnement, soutien si nécessaire à toute personne concernée par une grossesse. Et dans ce cadre-là, il nous arrive aussi de suivre, accompagner des femmes qui vont donner leur enfant en adoption. Alors, vous savez peut-être que de manière générale, il y a un certain nombre de grossesses qui sont découvertes soit très tardivement, soit vraiment, on a chaque année des hôpitaux qui nous appellent pour dire voilà, il y a une femme qui vient d'arriver, elle a été hospitalisée d'urgence, y compris pour autre chose, et puis en fait, elle accouche. Et certaines fois, elle n'avait pas la moindre idée qu'elle était enceinte. Il y a eu même peut-être des diagnostics médicaux qui disaient autre chose. Et puis il va falloir quelques jours pour pouvoir assimiler cet événement pour elle, pour la famille. Et dans bien des fois, cet enfant va être accueilli dans la famille sans problème. Mais il arrive aussi que, soit par déni, soit parce que la grossesse n'a pas été connue plus tôt, des femmes arrivent à la consultation avec une grossesse qui est découverte très tardivement et dont la révélation est vraiment connue, reçue comme un choc et où cette grossesse ne peut être acceptée du tout, et à ce moment-là en tout cas, et où la femme dans un premier temps, ce choc risque est suffisamment fort pour parfois la mettre en danger pendant plusieurs jours, puisque dans son esprit, si vraiment elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire, puisque la période de délai pour une interruption de grossesse est dépassée, elle risque, ça nous arrive y compris d'être confrontée à des tentatives de suicide, vu que c'est le seul moyen qu'elle voit à ce moment-là pour mettre fin à sa grossesse et à ce qu'elle vit en même temps. Il y a aussi des grossesses qui sont connues, mais où il y a quelque chose qui s'est figé et il a été impossible pour la femme d'en parler pendant plusieurs mois, et elle se retrouve dans les mêmes situations de danger. Et à ce moment-là, la possibilité de l'abandon, de l'adoption est souvent accueillie comme une possibilité qui sauve, qui permet de sortir de l'étau sans issue dans lequel elle se sentait prise, et c'est dans ce cadre-là qu'on va offrir un accompagnement jusqu'au moment de l'accouchement et dans les mois qui vont suivre. Alors, pour pouvoir comprendre et réfléchir avec elle au consentement à l'adoption, nous menons une démarche de soutien avec plusieurs objectifs. D'une part, offrir un lieu où le rejet de cette grossesse peut être entendu sans jugement. La femme nous dit que son refus de devenir mère, d'accueillir l'enfant qu'elle porte, et nous allons l'accompagner dans le sens de son choix. L'autre chose importante, c'est nous assurer qu'à partir de là, cette grossesse puisse bénéficier d'un suivi médical correct, et qu'elle puisse être suivie comme une femme enceinte, même s'il reste que quelques semaines de grossesse. Durant ces semaines-là, il faut assurer un accompagnement médical dense qui n'a pas pu se faire avant.
On va accorder du temps, un espace que la femme peut investir en ne dissimulant plus son état. Et lors de nos entretiens, nous lui suggérons de laisser aller son corps, de desserrer sa ceinture et de respirer sans contrainte. Et nous voyons souvent les femmes durant cette période, souvent quand elles viennent la première fois, même si elles sont à la fin de la grossesse, il n'y a vraiment rien de la grossesse qui se voit physiquement. Et ça arrive que quand cette grossesse peut prendre un peu plus de place, eh ben, on voit son ventre s'arrondir et après 1 heure ou plus d'entretien, elle repart de nouveau avec ce ventre qui ne se voit plus. Donc là, elle est accompagnée et par la sage-femme conseillère et par l'assistante sociale alternativement. Et à ce moment-là, ben, l'enfant à naître peut ne plus être seulement là comme une menace qui risque à tout moment de la trahir par sa seule présence si sa grossesse se voyait autrement. Ces entretiens vont aussi lui permettre d'anticiper l'événement de l'accouchement. Comme elle vit dans le secret et désire le maintenir, il est primordial qu'elle puisse s'organiser pour son entrée imprévue à l'hôpital et trouver une justification non compromettante à présenter à son entourage familial, amical, professionnel, selon les situations. L'accompagnement, on va l'accompagner et la suivre dans ses émotions et les choix du moment. À tout moment, le choix du don en adoption peut être remis en cause. Parfois, il peut y avoir des doutes. Elle peut changer plusieurs fois d'avis, pourvu que la décision finale, 3 mois après la naissance de l'enfant ou plus, soit vraiment celle qu'elle pourra le mieux assumer. Faire avec elle toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires selon sa demande, l'accompagner lors de la séance à la justice de paix où l'acte de la décision du renoncement va être posé, respecter le secret qu'elle désire garder jusqu'au bout de sa démarche. Alors, même si nous préparons tout ça avec elle, pour nous c'est tout à fait clair que si à un moment donné, avant la naissance de l'enfant ou même elle a décidé de donner l'enfant en adoption, peut-être que même avant cette naissance, elle aura déjà changé d'avis. Il y a un certain nombre de femmes qui vont garder l'enfant, soit cette décision va être prise après la naissance, mais ça va être aussi arrivé que la décision de finalement garder l'enfant soit prise 2 jours avant le délai final, 3 mois après la naissance, de donner l'enfant en adoption. Alors pour que cet événement particulièrement fort et bouleversant puisse petit à petit s'inscrire comme une réalité dans l'histoire personnelle de la femme, il nous semble important dans tous les cas qu'elle puisse aller un petit bout à la rencontre de l'enfant, en l'ayant vu, entendu, en lui donnant un prénom. Elle peut laisser un message ou son témoignage écrit sur le dossier d'adoption de l'enfant afin qu'il puisse, le jour où il en ressentira le besoin, en prendre connaissance. Elle peut aussi donner des souhaits pour le choix de la famille adoptive. Par exemple, ça m'est arrivé de voir une jeune femme de telle religion dire que pour elle, c'était très important que l'enfant soit adopté par des parents de la même religion. Ou bien que pour elle, c'était vraiment important que l'enfant soit adopté par des parents qui n'avaient pas encore d'enfant, qui soit le premier enfant de cette famille, ou au contraire, qui soit adopté dans une famille où il y avait déjà une fratrie. Et c'est en général des choses qui sont respectées. Donc pour cela, nous travaillons en très étroite collaboration avec l'Office du tuteur général, vu que c'est l'Office du tuteur général qui va faire l'ensemble de l'accompagnement de l'enfant. C'est-à-dire, c'est eux qui vont être nommés tuteurs de l'enfant dès la naissance, s'occuper de toutes les démarches qui concernent l'enfant, son placement provisoire jusqu'à ce qu'il puisse être placé dans sa famille d'adoption. Et c'est avec eux que nous allons avoir un travail très proche. Alors, ces 3 mois qui vont suivre la naissance de l'enfant, eh bien, pour chaque femme, il va y avoir une manière très personnelle de gérer ses liens ou non avec l'enfant. La distance, la proximité.
L'une va peut-être choisir de le voir une fois à l'hôpital et de ne plus le revoir. Une autre va peut-être choisir d'aller le revoir une fois, deux fois, trois fois là où il se trouve. Mais il arrive aussi que des femmes qui vont donner leur enfant en adoption vont aller tous les jours s'en occuper jusqu'au dernier jour du délai sans changer d'avis, donc en ayant un lien fort, proche, et donner l'enfant en adoption comme elle avait décidé au départ. Et d'autres, comme je vous l'ai dit, pour d'autres, je dirais que la décision de l'adoption ou la possibilité de l'adoption était sur le moment un choix qui était celui qui donnait de l'espace pour pouvoir un petit peu gérer le choc de l'annonce de la grossesse, mais qu'au fur et à mesure de la fin de la grossesse, elles vont pouvoir élaborer d'autres liens avec l'histoire de cette grossesse-là. On le voit très bien d'ailleurs, hein. En général, quand elles commencent à en parler avec leur entourage, leur famille, etc., ou des connaissances, eh ben, ça veut dire qu'il y a déjà un investissement qui s'est fait par rapport à cette grossesse et que pour elles, ben, elles sont déjà en train de préparer comment elles vont, en fait, elles, accueillir cet enfant. Alors, qui sont-elles? Alors, les femmes que nous avons eu l'occasion de suivre avaient entre 14 et 48 ans. Certaines étaient mères de famille. Elles étaient originaires de tous les milieux, parfois bénéficiant d'un entourage qui pouvait favorablement entourer cette naissance. Elles sont aussi de cultures très diverses. Donc, ce n'est, et dans nos pays, ici en tout cas, le motif principal de la décision alors, il varie bien sûr entre une jeune femme qui a 14 ans et une jeune femme qui a 35 ans, mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir une femme décider de donner son enfant en adoption pour des raisons strictement matérielles, par exemple, comme cela peut être le cas dans d'autres pays. Ici, on est vraiment dans une autre histoire, c'est-à-dire qu'on est face à une histoire personnelle et psychique où, pour elle, elle ne peut pas devenir mère de cet enfant-là, issu de cette histoire-là, à ce moment-là. Elle peut toujours avoir été mère d'autres enfants, elle s'imagine tout à fait mère d'enfants éventuellement futurs, mais elle ne peut pas devenir mère de cet enfant-là, issu de cette histoire-là, à ce moment-là. C'est vraiment ça qui ressort le plus fort. Il s'agit, enfin moi en tout cas dans ce que j'ai connu, il s'agissait toujours de grossesses qui avaient été révélées trop tardivement et où l'interruption de grossesse n'était plus possible. Ça m'est arrivé de voir des femmes qui, plus tôt dans la grossesse, ont décidé de donner leur enfant en adoption, mais en fait elles ne l'ont pas fait. Je parle des adoptions qui étaient jusqu'au bout. Et puis, il y a l'histoire de la confidentialité. Alors, pour la femme, cette confidentialité est essentielle pour elle-même pouvoir prendre la décision. C'est vrai que dès qu'il y a grossesse, très vite, plus la grossesse avance, on s'aperçoit que la grossesse, elle concerne infiniment plus de monde que ce qu'on avait imaginé, de la famille, de l'entourage, etc. Et que donc pour elle, cette confidentialité est essentielle pour qu'elle puisse prendre sa décision en dehors de toute influence. En général, il y a toujours quelqu'un au courant, soit une copine, soit une personne de la famille, soit l'ami, parce que ça arrive aussi que ce soit un couple qui va donner l'enfant en adoption. Alors, c'est vrai que adopter, c'est plutôt vu de manière tout à fait favorable. Mais l'abandon, donner l'enfant à l'adoption, ça reste, en tout cas dans nos pays, quelque chose qui est vraiment très voué à l'horreur. Et j'ai rencontré 2-3 fois des femmes qui n'avaient pas pensé qu'elles avaient besoin de cette confidentialité
et qui n'ont pas caché leur grossesse et qui ont donné leur enfant en adoption. Elles ont reçu des téléphones anonymes, des lettres d'insultes anonymes pendant des mois. Elles ont perdu leur travail, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui reste très fortement interdit dans notre civilisation. C'est pour ça qu'une grande partie de notre travail va aussi être d'être présente auprès des équipes, entre autres à l'hôpital, qui vont accueillir la femme qui va donner son enfant en adoption. À la maternité, mais aussi auprès d'autres professionnels concernés, ça nous est arrivé d'intervenir, y compris par exemple auprès des personnes qui travaillent dans les justices de paix, puisque c'est elles qui vont recevoir la femme au moment où elle va donner l'enfant en adoption. Et pour certaines, il peut y avoir des réactions vraiment très fortes. À l'hôpital, les équipes sont très bousculées par ces femmes qui viennent provoquer un autre regard sur la maternité que, en fait, l'équipe n'est pas du tout prête à entendre. Les réactions peuvent être très fortes et il s'agit de permettre une mise à distance par la parole, beaucoup partager, parler ensemble, annoncer l'arrivée de la femme, préparer l'équipe à la recevoir. C'est d'autant plus important que l'hôpital, c'est beaucoup de monde et beaucoup de personnes qui bougent, et là la confidentialité devient très vite nettement plus difficile. Les réactions peuvent être très différentes, même si elles sont toujours intenses, ou bien c'est considéré comme insupportable, ce don en adoption est considéré comme insupportable, scandaleux, avec une position de rejet, comme quelque chose d'égoïste, ou alors il y a une position très maternante, essayant de convaincre la femme de garder l'enfant à tout prix, donc ne lui laissant plus sa marge de décision à elle. Par exemple, quand une des femmes, après la naissance, décide de garder son enfant, eh ben, ça m'est arrivé souvent d'entendre quelqu'un de l'équipe dire « Ah, c'est bien, on a réussi à l'entourer, on a réussi à la convaincre », alors que c'est la femme qui a fait ce cheminement-là. Mais l'équipe a besoin d'avoir cette impression-là. Et puis, ce qui touche aussi l'équipe, c'est que durant la période où l'enfant est à l'hôpital ou pris en charge durant les premiers mois, eh ben, les femmes qui veulent voir... attendez, je suis embrouillée dans mes papiers. C'est plus celui-là. J'aurais dû les numéroter. Voilà. Oui. Par rapport aux équipes, ce qui est aussi important, c'est que on peut imaginer que c'est des femmes qui se trouvent en grande difficulté personnelle ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas forcément comme ça. Les équipes sont très touchées par le fait que c'est souvent des femmes qui sont là, présentes, qui s'occupent très bien de leur nouveau-né. C'est pas comme des femmes qui se trouvent dans des difficultés personnelles, des difficultés relationnelles, des femmes carencées, qui, elles, ne vont pas donner leur enfant en adoption. Et nous, ce qu'on constate, c'est que avec tout ce cheminement qui va se faire sur plusieurs mois, il y a quelque chose d'une grande réflexion et de décision prise dans une grande responsabilité par rapport aux femmes qui vont donner leur enfant en adoption. Et elles le font après réflexion par rapport à l'enfant même et à ce que la famille d'adoption va pouvoir lui offrir. Et ça, c'est vrai que ça trouble beaucoup, parce que souvent, on se retrouve face à une femme où on se dit, mais finalement, elle a tout pour accueillir cet enfant. Donc, on reste tous troublés par ce qui se passe là. Donc, c'est cet accompagnement-là qu'on va faire. Donc, la décision définitive de donner l'enfant en adoption auprès du juge de paix ça va être une séance qu'on prépare et qui va se faire
au plus tôt 6 semaines après la naissance de l'enfant. Et puis après, il y a encore 6 semaines durant lesquelles la femme peut changer d'avis. Et suite à ça, l'enfant va être tout de suite placé dans sa famille adoptive avec le suivi dont tu as parlé, jusqu'à ce que l'adoption devienne définitive. Et nous, on va rester à disposition de la femme qui a donné son enfant à l'adoption le temps nécessaire, et elle pourra nous recontacter par la suite. Et elle aura aussi un contact avec l'office du tuteur général. Et à partir du moment où l'adoption est définitive, la famille adoptive va savoir beaucoup de choses sur elle, son identité, tout, y compris comment elle a pris cette décision, etc. Mais elle ne saura rien, ni de où son enfant est placé, ni de sa nouvelle identité, et ne pourra pas reprendre des nouvelles autrement qu'à travers l'office du tuteur général. Très bien. Alors, je vois que le temps file, alors je vais essayer d'être bref pour laisser un peu de temps aux questions. Donc, je vais articuler ma présentation en 2 parties, une brève présentation de l'association, et ensuite je vous parlerai un petit peu du cœur du sujet, qui était justement les retrouvailles et la recherche des origines de la part des adoptés. Alors, donc adopte.ch, qu'est-ce que c'est? C'est donc une association romande pour adopter et adoptants. On a environ 400 membres répartis en Suisse romande. On est très présent surtout dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, un petit peu pour des raisons historiques. Aussi, on n'a pas une grosse pénétration sur les cantons Neuchâtel et Jura, puisque là, il y a d'autres associations, on va dire la concurrence, mais en toute amitié, et il y a d'autres associations de parents adoptifs, donc on n'a pas énormément de monde de ce côté-là. Donc, on propose une série d'activités à nos membres. Donc la base, c'est vraiment le partage de soutien, conseils, renseignements. Et ce qui est important, c'est que c'est fait sur la base d'expériences vécues. Donc il y a vraiment ce côté parent adoptif. On a vécu l'adoption comme parent adoptif. Hein. Je suis moi-même parent adoptif. Hein. J'ai adopté 2 enfants en Colombie qui ont aujourd'hui 9 et 11 ans. Donc il y a vraiment ce côté partage de l'expérience vécue. Peut-être un petit peu, on vient dans le monde, disons, des acteurs au niveau de l'adoption. Bon, M. Wernli nous a présenté son rôle au niveau du SPJ. On a les intermédiaires agréés. Nous ne sommes pas un intermédiaire, hein, nous sommes vraiment une association. Les intermédiaires ont le côté professionnel, mais ne sont pas forcément eux-mêmes parents adoptifs. Il y a des structures, par exemple, avec des professionnels, style l'espace Adoption Genève, par exemple, mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes des parents adoptifs. Donc on se distingue un petit peu par rapport, je crois que toutes ces structures, ces associations, ces organismes intermédiaires ou autres sont complémentaires finalement. Donc au niveau des activités, rapidement, on a, comme a mentionné M. Wernli, ces ateliers de groupe hein, pour préadoptants. Donc on organise maintenant depuis 2 ans, qui sont pas obligatoires, mais qui sont maintenant fortement, disons, suggérés hein, par la Convention de la Haye, et qu'on commence maintenant même en fait à voir certains pays d'origine qui en fait exigent que les futurs parents adoptifs aient suivi ces cours. Donc on voit l'importance aussi que ces cours de préparation pour futurs adoptants est en train de prendre. Bon, on organise une journée annuelle pour nos membres, on a une bibliothèque, on a un site internet, hein, adopte.ch que je vous invite à consulter, aussi un forum interactif. On organise des conférences ponctuellement. Ici, j'ai un petit flyer pour la prochaine qui aura lieu à Lausanne au mois de mars. Il y en a aussi sur la tablette là-bas derrière, vous pouvez en prendre tout à l'heure. Donc, au niveau de... Donc vous avez remarqué aussi dans le nom, c'est vraiment ce côté association romande pour adopter et adoptants. Donc là, on se distingue aussi peut-être d'autres associations traditionnelles où il y avait plutôt le côté parent adoptif. Là, c'est vraiment volontairement. Hein, en fait, l'association est relativement jeune, elle s'est créée en 2001, mais en fait, c'est une fusion de 2 associations qui sont plus anciennes de parents adoptifs.
Et bon, ce côté adopté dans le mot, bon, c'est simplement la prise en compte d'une réalité historique, d'une réalité sociale. Il y a eu un développement quand même important de l'adoption internationale dans les années 80, dans les années 90. Et forcément, ben, ces enfants ont grandi, ils ont maintenant entre 20 et 30 ans, ils ont un petit peu d'autres besoins, d'autres souhaits, besoin peut-être de se retrouver aussi entre eux, de discuter entre eux de certains problèmes, de certaines problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une antenne d'écoute et de soutien via téléphone, via email, qui est animée en fait par une adoptée au sein de l'association. Donc on remarque quand même ce côté important pour les adoptés de pouvoir se confier, de pouvoir parler à d'autres adoptés. Je veux dire, nous c'est clair, en tant que parents adoptifs, on peut donner des pistes de réflexion, mais c'est clair, ça ne sera jamais le même regard, puisqu'il y a tout un vécu qui porte en eux, que forcément en tant que parents adoptifs, on n'aura jamais. Donc, lorsque j'étais contacté par le professeur Panezé il y a un peu plus d'un an, et on a évoqué un petit peu les sujets possibles, assez naturellement, on s'est mis d'accord sur ce thème de la recherche des origines. Hein, et donc, bon, moi, d'une part, je perçois comme un sujet assez positif, hein, peut-être par opposition à d'autres sujets un petit peu récurrents qui reviennent sur l'adoption, qui sont quand même perçus plutôt négativement, comme peut-être le problème de l'abandon ou le problème du trafic ou ce genre de choses. Donc moi je vois vraiment ce côté des retrouvailles comme positif, même si on verra après dans les exemples qu'en théorie c'est positif, c'est pas forcément toujours le cas dans la pratique, hein. Il peut y avoir des illusions, c'est clair. Et puis bon, d'autre part, je crois qu'en écoutant là, mes prédécesseurs conférenciers, ça donne une bonne cohérence à cette table ronde, hein, avec Madame Denisa qui nous a parlé de l'accompagnement des femmes qui vont donner leur enfant en adoption, en quelque sorte l'origine de l'adoption. Monsieur Verny qui nous a parlé plutôt de l'aspect plus formel, plus juridique, la mise en place des différentes conventions internationales, hein, les deux principales, la Convention des droits de l'enfant en 89 et Convention de la Haye en 93. Et là, finalement, on a ce côté retrouvailles, recherche des origines qui peut aboutir dans un stade ultime aux retrouvailles, en quelque sorte un retour à l'origine, hein, et puis on peut dire que la boucle est bouclée. Donc là, si je rentre vraiment un peu plus dans le vif du sujet par rapport à cette question des retrouvailles, une des dimensions vraiment essentielles de l'adopté, c'est clair, je ne vais pas lister ici la différence, hein, ça nous prendrait la soirée entre adopté et non adopté, mais il y a cet aspect de double parentalité. Certains conférenciers ont appelé cela le triangle post-adoptif. Hein. Alors, quels sont les angles de ce triangle? Alors, bien sûr, l'adopté, tout d'abord enfant, ensuite adolescent, puis adulte. On a les parents adoptifs d'un autre côté, le cas échéant, la famille adoptive élargie, hein, fratrie, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Et puis, et bien sûr, le troisième angle, c'est les parents d'origine. Et là, de nouveau, les cas échéants, fratrie, parents, grands-parents, cousins, tantes, oncles. Et c'est bien cette troisième catégorie qui crée la spécificité des adoptés par rapport aux non-adoptés. Hein, cette double parentalité. Aussi, bon, le fait que cette troisième catégorie, on va dire qu'elle se manifeste pas tout de suite. C'est clair que si vous adoptez un bébé, c'est pas à 5 ou à 10 ans que cette famille d'origine va apparaître. C'est vraiment des cheminements personnels qui vont apparaître beaucoup plus tard. C'est clair, bon, ici, je fais référence à la grande masse des adoptions. Hein. On parle de l'adoption internationale, on parle de l'adoption plénière, hein, comme a mentionné M. Verny. Il y a des adoptions simples qui maintiennent des liens juridiques avec la famille d'origine. Bon, il y a des kafalas, par exemple, qui sont le pays du Maghreb, mais qui sont assimilés à des adoptions simples. Enfin, en Suisse, elles sont relativement peu nombreuses. Donc, on parle vraiment d'adoption plénière, et donc avec cette rupture totale des liens avec la famille d'origine. Et donc c'est clair que c'est un petit peu, bon voilà, tout parent adoptif se trouve avec cette histoire. On ne peut pas vraiment parler de... Je pensais la bombe à retardement, mais c'est plutôt boîte de Pandore, un peu une espèce de boîte de Pandore qui va s'ouvrir un jour, et dont on ne sait pas très bien ce qui va advenir au moment où justement ces enfants adoptés vont entamer ces recherches de leurs origines. C'est clair que toute personne, finalement, adoptée ou non, a besoin de savoir d'où elle vient. Hein,
Alors pour un adopté, comme on vient de le voir, c'est un petit peu plus compliqué car la famille d'origine est inconnue. Tôt ou tard, il va y avoir justement ce désir de savoir un petit peu qui on est, de savoir un petit peu d'où on vient. Ça commence en général aux alentours de l'adolescence, rarement avant, et puis ça peut se prolonger. Alors là, je dirais, faut peut-être, moi je me base un petit peu sur l'expérience que j'ai au sein de l'association, sur les contacts, comme on a cet espace d'écoute aux adoptés, on reçoit quand même pas mal de témoignages d'adoptés, donc c'est un petit peu plus un peu une vie comme ça, ça n'a pas valeur de statistique, mais ce qu'on constate, c'est que chaque situation vraiment est différente. Et on ne peut pas dire, voilà les passages obligés, ça va se passer comme ça, à 15 ans, et il va avoir ça, à 20 ans, à 25 ans, c'est vraiment très très variable. J'avais assisté à une conférence dans le cadre du congrès de Tolède en 2002, et il y avait un professeur d'université de Barcelone, Pere Amorós, qui est un professeur de pédagogie, qui a fait beaucoup d'études sur le sujet, et il a pas mal publié, et justement lui, il constatait que de 15 à 50 ans, selon les situations, il y avait ce désir, cette recherche des origines, et qui était très variable. Alors il mentionnait quand même deux pics, un pic vers les 25-30 ans, en particulier pour les femmes, et un deuxième pic vers les 50 ans. C'était assez intéressant, aussi tardivement, mais bon, ça montre aussi, justement, par rapport à la décision dont parlait Madame de Nizard, de dire, on voit bien la décision de donner son enfant en adoption ou pas, et finalement, sur l'enfant adopté, imaginez quelqu'un qui, après 50 ans, donc ça veut dire qu'il y a pensé probablement pendant 35 ans avant de se décider. Évidemment, 50 ans c'est un petit peu la dernière chance d'éventuellement retrouver ses parents biologiques vivants. Donc, comme je disais, les raisons peuvent être assez variables. Il peut y avoir donc une quête d'identité, simplement, de l'adolescent, du jeune adulte, des raisons médicales. Alors, les raisons, sûrement, ce pic autour des 25-30 ans de la part des femmes va s'expliquer par des raisons médicales, au moment d'avoir elle-même un enfant, une grossesse, de dire, tiens, est-ce que mon dossier médical est incomplet? Est-ce qu'il y a peut-être une maladie génétiquement transmissible qui pourrait être importante? Ça, on le comprend bien. Des difficultés de fonctionnement personnel, une crise d'adolescence. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, la crise d'adolescence, elle n'est pas propre aux enfants adoptés. Vous allez retrouver ça dans des enfants non adoptés. Et d'ailleurs, ce qu'on entend assez souvent, des enfants qui sont en conflit, des adolescents qui sont en conflit avec leurs parents, à un moment donné, ils vont dire, mais finalement, ces gens-là sont tellement différents de moi, et si ce n'était pas mes parents, peut-être que j'ai été adopté. Donc c'est intéressant de voir que les enfants qui ne sont pas adoptés, finalement, à un moment donné, ils s'imaginent peut-être avoir été adoptés pour dire, ben oui, c'est pas possible, je ne m'entends pas avec ces gens-là, et peut-être que finalement, ce n'est pas mes parents biologiques. Et de même, un enfant adopté qui lui sait qu'il est adopté, puisque maintenant on vit bien sûr, c'est plus les adoptions des années 70, des années 80, où il y avait encore cette chape de plomb, ce secret, et puis l'adolescent qui a 15 ans, souvent par une indiscrétion familiale, prenait en pleine figure le fait qu'il était adopté. Maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, et maintenant on serait plutôt dans l'extrême inverse, des parents qui rabâchent sans arrêt à leur enfant adopté, etc. On a une anecdote qui est souvent citée, c'était un adopté né au Pérou, et ses parents passaient en boucle de la musique des Andes en flûte de Pan, et lui finalement il les envoie valser, disant mais bon, le bon sang, finalement je suis vaudois, arrêtez avec ces histoires, et mon groupe favori c'est le rap et c'est Sens Unique. Donc je veux dire, voilà, maintenant on serait plutôt dans l'extrême inverse. Donc les adoptés, bien sûr ils ont conscience de ça, mais forcément au moment de l'adolescence, il y a cette crise qui peut arriver, potentiel, et à un moment donné de dire, bah, tiens, le questionnement commence, tiens, voyons voir, est-ce qu'il y a moyen de retrouver mes origines, ma mère biologique, et souvent c'est un petit peu là que les choses commencent. Donc difficulté de fonctionnement personnel. La quête d'appartenance, ça c'est très important aussi. C'est clair que c'est plus évident pour les adoptés qui sont typés, originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, mais qui représentent finalement la grande masse des adoptions internationales. M. Verly mentionnait les pays de l'Est, mais on va dire dans l'histoire de l'adoption internationale, les pays de l'Est, ça a été un épisode finalement relativement court, et il y a eu beaucoup de problèmes parce que
on est allé peut-être plus vite que la musique, les administrations n'étaient pas prêtes, il y a eu des problèmes de corruption et les pays se sont fermés aussi vite qu'ils se sont ouverts. Et c'est vrai que en termes de nombre, c'est vraiment Asie, Amérique latine, l'Afrique aussi. Alors forcément, ces enfants, il y a ce côté appartenance. Et je ne sais pas, je me souviens d'un reportage télé, à télévision française, il y avait un groupe de Coréens adoptés en Corée qui vivaient en France, qui sont retournés dans leur pays d'origine. C'était la première fois qu'ils retournaient en Corée. Ils avaient 25-30 ans. Et vraiment, avec beaucoup d'émotion, ils arrivaient à exprimer des choses. Voilà, ils disaient... Pourtant, ils avaient été adoptés tout bébé, ils avaient gardé peu de contact avec leur pays d'origine, ils ne parlaient pas la langue, mais ils disaient, voilà, je ressens des choses, je ressens des odeurs, j'entends des sons. Et vraiment, on sentait bien qu'il y avait ce côté appartenance. Et bon, bien sûr, il mentionnait simplement le fait, le fait de ne pas se sentir dévisagé, le fait de, quand on est typé, de rentrer dans une salle, de prendre un bus, de ne pas se sentir dévisagé. Voilà, dans la rue, dans les bus, dans les endroits publics, les gens sont comme eux, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît aussi de façon assez forte dans les témoignages des jeunes adoptés. Alors quoi d'autre? Alors bien sûr au niveau de la recherche des origines, alors il y a plusieurs étapes, hein. C'est clair que ça va commencer dès l'enfance, il y aura simplement peut-être la question de connaître des histoires. C'est clair qu'un enfant à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, ça va venir par petites touches, hein. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ma fille qui a 9 ans m'a posé tout d'un coup comme ça à brûle pour point la question, elle me dit, mais parce qu'elle avait par rapport à ses jeux, elle me dit, mais papa, l'autre dame, c'est le mot qu'elle utilise, hein, que je trouve assez charmant d'ailleurs, hein, ça évite un peu les querelles d'association de savoir s'il faut dire qu'il y a 2 mamans ou s'il faut dire que non, il n'y a qu'une maman et l'autre c'est la mère biologique. Alors elle dit l'autre dame, est-ce qu'elle avait les cheveux frisés? Voilà, question toute bête d'une fille de 9 ans. Et voilà, ça commence par là. Et sûrement qu'à 11 ans, 12 ans, elle aura d'autres questionnements. Et quand elle avait 5, 6 ans, elle avait d'autres questionnements. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, il peut y avoir l'idée de connaître son pays. Connaître son pays, ça peut venir un petit peu plus tard, ça peut venir à l'adolescence, une connaissance générale du pays. Alors bien sûr, après, chaque histoire est différente. Certains vont s'arrêter au point 1, d'autres connaissent le pays, voilà, ils vont en vacances dans le pays, ils ont vu, les Français là, qui étaient en Corée, ils n'ont pas retrouvé leurs parents biologiques, mais ils ont vu la Corée et ça leur suffit dans un premier temps. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin, connaître l'identité de sa mère biologique. C'est vrai que très souvent, là aussi c'était mentionné par ce professeur d'université à Barcelone, la demande qui est faite c'est la mère biologique. Les adoptés viennent, c'est je veux connaître ma mère biologique. Mais en fait, il semblerait que ça soit plutôt un prétexte. Parce que évidemment, c'est la première prise de contact qui passe par la mère biologique. Mais en fait, la raison profonde, elle serait plutôt la recherche de frères et de sœurs. Hein, qui sont d'ailleurs plus souvent des demi-frères et des demi-sœurs, hein, parce que c'est des histoires quand même un petit peu complexes. Mais très souvent, ce qu'on constate, les adoptés qui ont retrouvé leurs parents d'origine, après finalement, ils gardent des contacts, pas forcément avec leurs parents biologiques, mais avec justement ses frères et ses sœurs, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Donc comme étape, donc là c'était simplement connaître l'identité, hein, savoir, tiens, voilà, je sais qu'elle a un nom, cette mère biologique, je sais qu'elle a un nom, qu'elle habite dans tel endroit, voilà, ça peut. Il y a des gens, ça leur suffit, ça va leur suffire pour se construire, pour se reconstruire eux-mêmes, etc. Une étape supplémentaire, ça peut être, voyons, découvrons cette région, découvrons, pas ce pays, mais cette région, découvrons la ville, découvrons l'environnement où habite cette mère biologique. Et puis, alors, le stade ultime, bien sûr, ça peut être la prise de contact. De contact éventuelle. Certains vont jusqu'à la prise de contact, d'autres pas. Donc là, de nouveau, chaque histoire est différente. Alors évidemment, chaque étape nécessite beaucoup de préparation. Hein. Et c'est peut-être un des aspects de la post-adoption qui est encore un petit peu négligé. Hein. Je pense que surtout en Suisse, on a beaucoup de retard par rapport à ça, par rapport à ce qui se fait à d'autres pays. Je pense au Canada notamment, où ils sont un petit peu précurseurs sur bien des domaines. On a mis en place énormément de choses maintenant au niveau de la procédure, au niveau de la préadoption, on en a parlé tout à l'heure, mais là ces questions de post-adoption sont aussi importantes. Comment agir, comment faire,
il y a aussi le risque, bien sûr, d'idéaliser quelque part une famille d'origine, une mère biologique. Les risques de désillusion sont aussi importants. Donc c'est important que les adoptés soient préparés à ça, que les parents adoptifs soient préparés à ça, et que les parents biologiques soient aussi préparés à ça, au fait que peut-être un jour ou l'autre, un enfant oublié, on a vu, 50 ans après, tout d'un coup, va venir frapper à la porte, et coucou, c'est moi. Donc je veux dire, c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Ce que je vois, ce qu'on voit beaucoup au niveau de l'association, c'est des prises de contact. Déjà, souvent, l'adopté veut agir seul. Hein, bon, il est adolescent, il est jeune adulte, il est un peu peut-être en conflit avec ses parents adoptifs, il veut agir seul. Peut-être qu'il y a le côté, il ne veut pas trahir. Il dit, si j'en parle à mes parents adoptifs, ils vont sentir une espèce de trahison. Donc il essaye d'agir seul. Et les parents adoptifs aussi sont inquiets de cette démarche-là, parce que ce n'est pas évident. C'est une remise en question, tout d'un coup, 20-25 ans après l'adoption, de dire quelles étaient les motivations profondes de l'adoption, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a peut-être une certaine crainte des parents adoptifs de devoir tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer avec cette famille biologique qui va peut-être arriver dans ma vie. Est-ce qu'il faudra partager cet enfant? Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il va aller vivre dans un autre continent? La peur des conséquences. Je sais pas, il y a le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Mon frère se marie, avec Jean-Luc Bideau. Hein, c'est donc l'histoire d'un boat people qui a été adopté en Suisse, mais il a toujours gardé des contacts avec sa mère biologique. Et à un moment donné, il décide de se marier. Et sa mère biologique, elle dit, qu'il n'a évidemment jamais vu, il avait des contacts par lettre, elle dit « j'arrive ». Et bon, c'est fait sur une base d'une comédie et tout, mais disons, on voit bien un petit peu le problème là, on voit bien justement ce fameux triangle adoptif, famille adoptive, famille d'origine et enfant adopté. Et bon, c'est assez intéressant de voir toutes ces relations. Donc ambivalence aussi, hein, des parents adoptifs, hein, qui d'un côté vont dire, bon, finalement, et là, il est en train de chercher un monde hypothétique, et puis bon, d'un autre côté, c'est quand même mon fils, donc il faut quand même que je l'aide. Donc on voit déjà la difficulté de savoir est-ce qu'il faut collaborer ou pas collaborer. Une tendance peut-être souvent, les premières démarches sont initiées par les adoptés, souvent les adolescents, je veux dire peut-être dans une tranche d'âge 18, 22 ans, de façon seule. C'est difficile toujours de donner des conseils. Évidemment, s'ils sont en conflit avec leurs parents adoptifs, c'est un peu difficile peut-être de leur parler de ce sujet, mais bon, les études montrent quand même que les recherches, quand elles sont faites communément, finalement, c'est bénéfice pour toutes les parties. Les liens en sortent en fait finalement renforcés entre les parents adoptifs et les enfants adoptés. Puis les enfants adoptés, ils ont besoin de se fabriquer une histoire. Ils ont peut-être besoin d'aller vérifier tel point ou d'aller vérifier si la maman avait bien les cheveux frisés ou les yeux bleus ou je ne sais pas quoi. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément quitter leur famille adoptive. D'ailleurs, quand vous avez un enfant qui n'est pas adopté, à tout moment, une fois qu'il est majeur, il peut décider de vous quitter et puis de partir à l'autre bout du monde. Donc c'est bien quelque chose qu'il faut affronter. Et bon, je pense que quand même le soutien aussi des parents adoptifs est important dans cette phase, puisque justement il peut avoir besoin d'aide en cas de désillusion. De toute façon, la tâche est difficile, puisque retrouver ses origines, c'est pas simple. Souvent, on parle d'adoption internationale à l'étranger, les données sont difficiles d'accès, il y a des problèmes de langue étrangère, et souvent des problèmes de législation aussi. Parce que bon, de plus en plus, maintenant, on va dans le sens d'un droit de l'adopté à connaître ses origines. Mais il y a un autre principe juridique de base qui s'oppose à ça, qui est le respect de la sphère privée. Et on voit bien un petit peu la difficulté des fois à mettre tout ça, même si la tendance de ces dernières années va plus maintenant en faveur de l'enfant, du droit de l'enfant à connaître son histoire, son origine. Il y a eu des arrêts récents qui ont été rendus en France notamment, où en France c'était encore plus puissant qu'ailleurs, puisqu'il y avait justement ce secret par rapport aux accouchements sous X, mais là quand même les arrêts qui ont été rendus récemment semblent aller plutôt dans le sens de donner en cas de conflit, de donner l'avantage au droit de l'enfant. Mais quand même cette difficulté, et puis surtout le temps, de 15, 20, 25, 30 ans après, retrouver des choses. Donc, importance déjà pour les parents adoptifs de conserver le maximum d'informations, parce que c'est une information qui sera demandée justement peut-être dans 15, 20, 25 ans. Donc, toutes les informations sont bonnes à prendre sur les parents biologiques, sur les origines. Moi, c'est vrai que j'ai eu récemment un collègue, sa maison a brûlé, complètement brûlé, il ne restait rien. Tout était la cave, le grenier, tout. Bon,
évidemment été désespéré. Et c'est vrai, je me suis posé la question de dire, bon, si ça devait m'arriver, et il y a quelques documents que je dois mettre de côté, et j'ai mis de côté quelques photos, quelques souvenirs de famille, quelque chose d'important par rapport à mes parents, mes grands-parents, et puis les dossiers d'adoption de mes enfants. Et ça, je garde ça dans un local autre, à mon travail. Et c'est vrai qu'en venant, je me faisais la réflexion, mais finalement, les deux choses qui me semblent vraiment les plus essentielles, c'est mon origine à moi, donc mon histoire à moi, et celle de mes enfants. Donc on voit bien, hein, on retombe un peu sur ce thème de l'importance de connaître ses origines pour pouvoir se construire. Alors bon, rapidement, parce que le temps tourne, donc différentes possibilités, bien sûr, pour aider aux recherches. Alors bon, les parents adoptifs, bien sûr, alors dans le pays d'accueil, hein, donc en Suisse, les intermédiaires, si on a adopté à travers un intermédiaire qui garde les dossiers, et les autorités administratives. Hein. Maintenant, il y a une autorité centrale suisse depuis quelques années. Hein. Donc là, il y a la possibilité de consulter une partie du dossier et les autorités cantonales. Et puis, idem, dans le pays d'origine, il y a toujours des autorités centrales, il y a des intermédiaires, il y a des avocats, il y a des orphelinats. Et si aucune de ces pistes ne fonctionne, il reste encore des associations qui sont là pour aider. On peut citer par exemple à Genève le Service social international. C'est une des missions justement d'aider à la recherche des enfants. Il y a des associations spécialisées, hein, par exemple dans d'autres pays, là je citais le Canada, où là il y a une association Retrouvailles qui existe depuis 1983, hein, donc vous voyez 83, donc déjà eux ils ont mis en place ce processus depuis bien longtemps. Bon, par exemple, je sais que Terre des Hommes aussi, c'est une des missions de Terre des Hommes, ils ont aussi cet aspect d'aider les adoptés à retrouver leurs origines. Donc, pour conclure, je voulais encore revenir sur une petite anecdote justement par rapport à l'illustration, que vraiment chaque histoire est différente et que même des situations qui sont très similaires, après le ressenti peut être très différent. On a organisé l'année passée une conférence qui était destinée justement plutôt aux adolescents, aux jeunes adultes. On avait deux jeunes, deux valaisans, un jeune valaisan, 25 ans à peu près, très bien dans sa peau, adopté en Colombie, hein, qui habitait en Valais donc, et une adoptée originaire du Pérou, à peu près le même âge, qui habitait aussi en Valais. Les deux avaient entamé des recherches d'origine, étaient allés jusqu'à retrouver leur famille biologique et entretenaient des contacts réguliers avec leurs frères et sœurs, hein, plus trop avec leurs parents adoptifs, mais les frères et sœurs. On avait chacun une bonne dizaine, hein. C'était des familles assez nombreuses. Et puis le ressenti par contre était très différent, parce que le jeune homme, lui, il disait, ben voilà, on est 10, et bon, ils sont deux en l'occurrence, parce qu'ils sont deux frères jumeaux, on est 10, on est deux à avoir été donnés en adoption, et les 8 sont restés là-bas. Donc nous, on est les sacrifiés, et donc lui, il était un peu désespéré de ce côté-là, il ne comprenait pas, il voyait vraiment ce côté abandon. Ben voilà, moi on m'a abandonné, les autres pas, pourquoi moi, etc. Sentiment d'abandon, culpabilité, etc. Qui lui donnait beaucoup de problèmes à se construire finalement dans sa vie de tous les jours. Et puis alors, la jeune fille, elle avait une approche complètement différente. Elle disait, mais elle aussi, une dizaine de frères et sœurs, la seule adoptée, me dit, mais moi j'ai une chance extraordinaire. Moi j'ai un métier qui me plaît, j'ai fait des études universitaires, j'ai un niveau de vie formidable. Là-bas, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'argent, ils sont tous au chômage. En plus, quand j'arrive là-bas, je suis le prince, je fais des cadeaux à tout le monde. Et donc, voilà, je trouvais intéressant, disons, de voir que des situations assez similaires et le ressenti était très différent. Et là, bon, c'était le ressenti. Et de nouveau, ce ressenti, bien sûr, qui peut fluctuer dans le temps, hein, puisque ça, c'était la situation l'année passée. Peut-être si on les revoyait aujourd'hui, ben, voilà, peut-être que le jeune homme, maintenant, ça va très bien. C'était peut-être juste un moment donné où il était peut-être en quête de sa personnalité. Il y avait peut-être une différence. Ils avaient à peu près le même âge, mais il y avait peut-être une différence de maturité entre les deux. Donc voilà ce que je voulais vous faire partager. Donc on va prendre un petit peu de temps pour les questions. D'abord, merci à vous trois.